Un kit ADN a révélé que mes parents m'ont kidnappé quand j'étais bébé et m'ont élevé comme leur enfant. Mes vrais parents me cherchent depuis 15 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, je pars pour de bon. Mes vrais parents m'attendent et je ne sais pas quoi faire de ces gens. J'ai 18 ans, je suis un homme, et j'ai découvert il y a 3 mois que les gens qui m'ont élevé m'ont littéralement kidnappé quand j'étais bébé. Un véritable kidnapping. Pas un oups, on a accidentellement pris le mauvais enfant à l'hôpital, mais un enlèvement en bonne et due forme, du genre on a volé l'enfant de quelqu'un et on a prétendu que c'était le nôtre pendant presque 2 décennies. Et le plus fou dans tout ça, c'est que mes vrais parents biologiques m'ont cherché pendant tout ce temps. 15 ans de leur vie passée à chercher leur enfant volé alors que je vivais à 30 km de là, dans la même région. Aujourd'hui à midi, je franchirai cette porte pour de bon. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire concernant les gens qui m'ont élevé. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer comment ce cauchemar a commencé, car vous avez besoin de toute l'histoire pour comprendre pourquoi ma tête tourne sans arrêt depuis 3 mois. J'ai toujours été l'enfant étrange de ma famille. Pas bizarre dans le sens excentrique, juste différent. Mes parents sont tous les deux très petits, peut-être un M62 et un M68, avec les cheveux et les yeux bruns. Des origines européennes classiques, la peau pâle qui brûle rien qu'en pensant au soleil. Mon père est comptable et ma mère fait de la saisie de données à domicile. Ce sont des gens discrets, qui restent dans leur coin et mènent l'existence la plus ennuyeuse possible en banlieue pavillonnaire. Et puis il y a moi. Je mesure un M88, j'ai une carrure athlétique, des cheveux noirs et des yeux verts très distinctifs que les gens remarquent toujours. Je bronze facilement, je ne prends jamais de coups de soleil. J'ai un athlétisme naturel qu'aucun de mes parents ne possède. Mon père peut à peine lancer un ballon de basket et ma mère est essoufflée en montant les escaliers. Pendant ce temps, j'étais titulaire dans l'équipe de basket du lycée en seconde et je faisais de l'athlétisme sans même vraiment essayer. Mais voilà le truc quand on est enfant. On ne remet pas vraiment ce genre de choses en question. Je me disais juste que j'avais eu de la chance avec la génétique, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y avait un grand-parent quelque part dans l'arbre généalogique. Mes parents n'ont jamais rendu les choses bizarres. Ils avaient des photos de moi bébé, un acte de naissance avec leur nom, tout le tralala. Pourquoi aurais-je douté de quoi que ce soit? Les différences n'étaient pas seulement physiques. Mes parents sont des gens super passifs, qui évitent les conflits. Ils n'ont jamais élevé la voix de toute leur vie. Je parle du genre de personnes qui s'excusent auprès des meubles quand ils se cognent dedans. Moi, par contre, je suis naturellement assertif, confiant, le genre de personne qui l'ouvre quand quelque chose ne va pas. Les professeurs ont toujours dit que j'étais un leader né. Ça ne correspondait jamais du tout à leur personnalité. Je me souviens, j'avais peut-être 8 ans, et j'ai demandé à ma mère pourquoi je ne ressemblais à personne dans notre famille. Elle a eu cette expression étrange sur le visage, un peu paniquée, puis a rapidement dit quelque chose sur les gènes récessifs et la complexité de la génétique. Mon père a enchaîné avec une explication maladroite sur son grand-oncle qui était grand ou je ne sais quoi. La conversation m'a mis mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, alors j'ai laissé tomber. La même semaine, j'ai remarqué qu'ils avaient enlevé toutes mes photos de bébé, sauf 3. Quand j'ai demandé où étaient passées les autres, ma mère a dit qu'elles avaient été endommagées par une inondation dans la cave. Le plus étrange, c'est que rien d'autre dans la cave n'avait été endommagé. Toutes les décorations de Noël étaient intactes. Les vieux albums de l'école étaient intacts, mais bizarrement, seules mes photos de bébé avaient été détruites. Mais j'avais 8 ans, alors je l'ai cru. C'est au lycée que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Je voulais faire un de ces kits ADN généalogiques pour un projet scolaire sur la génétique. Vous savez, ceux où vous crachez dans un tube et ils vous disent quel pourcentage d'Irlandais vous êtes, etc. Ça semblait être un projet amusant. Mes parents ont complètement paniqué. Je parle d'un niveau de panique que je n'avais jamais vu chez eux auparavant. Ma mère s'est littéralement mise à pleurer. Mon père avait l'air comme si j'avais suggéré de mettre le feu à la maison. Ils ont trouvé toutes les excuses possibles. Ces kits ne sont pas précis. C'est un gaspillage d'argent. Ils vendent tes données aux compagnies d'assurance. Et si tu découvrais que tu as une maladie génétique? La base de données n'est pas sécurisée. Et ainsi de suite. J'ai insisté parce que leur réaction était tellement excessive. C'est là que mon père a mis le holà d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il a vraiment élevé la voix, ce qui était choquant de sa part. Il a dit absolument pas.
La discussion était terminée et si j'en commandais un quand même, je serais puni pendant 6 mois. Ma mère était pratiquement en train d'hyperventiler dans un coin. Leur réaction était si extrême que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais 16 ans et honnêtement, j'avais d'autres chats à fouetter. La saison de basket, maintenir mes notes pour les bourses, les drames habituels du lycée. J'ai classé ça dans un coin de ma tête comme un truc de parents bizarre et je suis passé à autre chose. Avance rapide jusqu'à décembre dernier. Je suis en terminale, je viens d'avoir 18 ans en novembre. Ma copine de l'époque, Manon, a pensé que ce serait amusant de faire ses kits ADN ensemble. Ses parents étaient à fond dans la généalogie et elle voulait voir si nous avions un lien avec la noblesse ou autre. Des passe-temps de riches, vous savez. Elle a acheté 2 kits pour Noël, un pour elle et un pour moi. Je l'ai ramené à la maison et, honnêtement, je l'ai oublié pendant quelques jours, le laissant sur mon bureau dans sa boîte. C'est là que les choses sont redevenues étranges. Je suis rentré de l'entraînement de basket un jour et la boîte avait été déplacée. Pas disparue, juste déplacée de mon bureau à ma commode. Quand j'en ai parlé au dîner, ma mère a retrouvé ce même regard paniqué d'il y a des années. Elle a dit qu'elle faisait juste la poussière et qu'elle avait dû la déplacer. Le lendemain, la boîte était dans mon placard. Je ne l'y avais certainement pas mise. Le jour d'après, je l'ai trouvée enfouie sous de vieux t-shirts dans mon tiroir du bas. Quelqu'un essayait clairement de me la faire oublier ou de la perdre. Alors, naturellement, étant un adolescent têtu qui n'aime pas être manipulé, j'ai fait le test ce soir-là, j'ai craché dans le tube, je l'ai scellé, et je l'ai posté le lendemain matin avant d'aller au lycée, sans le dire à mes parents. Les résultats mettraient 6 à 8 semaines à arriver de toute façon, alors je me suis dit que ça ne valait pas la peine de créer un drame. J'ai complètement oublié, honnêtement. Les playoffs de basket, les dossiers pour l'université, la terminalite aiguë qui s'installait. Le test était la dernière chose à laquelle je pensais. Puis, un mardi au hasard en février, j'ai reçu un email. Vos résultats ADN sont prêts. J'étais assis en cours de chimie, m'ennuyant à mourir. Alors, je me suis connecté au site web sur mon téléphone. La première chose que je vois, c'est la répartition ethnique. Logique. Ça correspond à ce que j'attendais. Puis je descends jusqu'à la section des parents. C'est là que mon monde entier a explosé. La correspondance la plus proche est indiquée comme relation parent-enfant. 50% d'ADN partagé. Le nom est Sophie Fournier, 39 ans. J'ai fixé cet écran pendant 5 bonnes minutes. Voyez-vous, le nom de ma mère est Hélène. Hélène Dubois, pas Sophie Fournier. Ce n'était pas possible. Mais ensuite, je vois la deuxième correspondance la plus proche. Relation parent-enfant, 50% d'ADN partagé. Le nom est David Fournier, 42 ans. Le nom de mon père est Robert Dubois. Je suis en cours de chimie en train de vivre ce que je ne peux décrire que comme un effondrement mental complet pendant que Madame Bernard parle de liaison covalente ou je ne sais quoi. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à tenir mon téléphone. L'ADN ne ment pas, cependant. J'en sais assez sur la génétique grâce aux cours de biologie pour comprendre ce que cela signifie. On partage 50% de son ADN avec ses parents biologiques, pas avec les gens qui vous ont élevé. Avec votre vraie mère et votre vrai père, les gens qui vous ont littéralement créé. Ce qui signifie qu'Hélène et Robert Dubois ne sont pas mes parents biologiques. J'ai passé le reste du cours dans un état de choc total. Incapable de vous dire une seule chose que la prof a dite. Mon esprit parcourait toutes les possibilités. Peut-être que j'avais été adopté et qu'il ne me l'avait jamais dit. Ça aurait du sens, non? Beaucoup de parents ne disent pas à leurs enfants qu'ils sont adoptés. C'est bizarre et tordu, mais ça arrive. Mais alors pourquoi avait-il des photos de bébés? Pourquoi mon acte de naissance les mentionnait-il comme mes parents? Pourquoi ont-ils paniqué à ce point à propos des tests ADN si c'était juste une adoption fermée? Après le lycée, je suis allé directement à la bibliothèque municipale. Je ne pouvais pas risquer de faire ces recherches à la maison où ils pourraient voir. Je me suis connecté au site ADN sur un de leurs ordinateurs et j'ai envoyé des messages à Sophie Fournier et David Fournier. Bonjour, le site web dit que nous sommes liés en tant que parents et enfants. Je pense qu'il y a peut-être une erreur, mais je voulais vous contacter. Je m'appelle Léo et je suis né le 15 novembre 2007. Savez-vous quelque chose à ce sujet? J'ai essayé de rester décontracté, comme si je n'étais pas en pleine crise existentielle sur toute mon identité.
J'ai eu une réponse en moins de 2 heures. Le message de Sophie Fournier était long, très long. Elle écrivait qu'elle et son mari David cherchaient leur fils depuis 15 ans, qu'il avait été enlevé dans un parc alors qu'il avait 3 ans, qu'ils n'avaient jamais cessé de chercher, qu'ils avaient posé des affiches, travaillé avec la police, engagé des gens pour aider aux recherches, vérifier chaque piste, aussi petite soit-elle. Elle a envoyé des photos. Un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux verts, probablement âgé de 2 ou 3 ans, riant sur une balançoire. La ressemblance était évidente. C'était moi, ou ça avait été moi. Le message se terminait par « S'il te plaît, appelle-moi dès que tu peux ». Nous attendons ce moment depuis 15 ans. Nous n'avons jamais perdu espoir. Je suis assis dans cette bibliothèque entouré de gens faisant des choses normales comme étudier ou emprunter des livres, et ma vie entière vient d'imploser. Tout ce que je pensais savoir sur moi-même, ma famille, mon identité, tout était basé sur un mensonge. Je n'ai pas appelé tout de suite. Je sais que ça peut paraître froid, mais j'avais besoin de temps pour digérer. À la place, j'ai fait quelque chose de plus intelligent. J'ai parcouru les fonctionnalités du site ADN et j'ai trouvé qu'on pouvait télécharger ces données ADN brutes. Je l'ai fait, puis j'ai trouvé un outil gratuit en ligne qui analyse les relations génétiques. J'ai téléchargé mes données et celles des profils de Sophie et David Fournier. L'analyse était claire. Probabilité de relation parent-enfant, 99,99%. Il n'y avait aucune erreur. Ces personnes étaient mes parents biologiques. Et les gens qui m'ont élevé, ils m'ont volé. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. J'ai dit à mes parents par SMS que je restais chez mon ami Hugo pour travailler sur un projet. Ils n'ont pas posé de questions. Pourquoi l'auraient-ils fait? Je ne leur avais jamais donné de raison de ne pas me faire confiance. Au lieu de cela, je me suis assis dans un box d'un restaurant ouvert 24h24, buvant mon 3e café, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que je confronte Hélène et Robert? Est-ce que je contacte Sophie et David? Ou est-ce que je fais comme si je n'avais jamais fait le test et que je continue à vivre dans le mensonge? Cette dernière option était tentante, honnêtement. Le chemin le plus facile. J'étais à quelques mois de mon bac. J'avais des offres de bourse pour le basket, l'université toute tracée. Pourquoi faire exploser toute ma vie maintenant? Mais ensuite, j'ai pensé à Sophie et David. À la façon dont ils avaient passé 15 ans à chercher leur enfant. À l'espoir qu'ils ont dû ressentir en voyant cette correspondance ADN. À ce que cela signifierait pour eux de retrouver leur fils. Et j'ai pensé à Hélène et Robert, à la façon dont ils me regardaient dans les yeux chaque jour et mentaient. À la façon dont ils ont volé l'enfant de quelqu'un et l'ont élevé comme le leur, à la façon dont ils ont essayé de m'empêcher de faire ce test ADN parce qu'ils savaient exactement ce qu'il révélerait. J'ai appelé Sophie Fournier à 2 heures du matin depuis ce restaurant. Elle a répondu à la première sonnerie. Sa voix tremblait quand elle a dit « Allô ?» « C'est Léo », ai-je dit. « Le test ADN a dit que vous êtes ma mère biologique. » Je l'ai entendu sangloter. Puis j'ai entendu la voix d'un homme en arrière-plan demander ce qui se passait. Elle m'a mis sur haut-parleur. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je suis resté assis dans ce box à les écouter me raconter l'histoire de ce qui s'était passé. Comment ils avaient emmené leur fils de 3 ans, moi, dans un parc de la ville voisine. Comment Sophie était enceinte de ma petite sœur à l'époque et se sentait malade. Alors David m'a emmené jouer pendant qu'elle se reposait sur un banc. Comment David a été distrait en aidant un autre enfant qui était tombé des barres de singe. Comment, quand il s'est retourné, j'avais disparu. Ils ont décrit la panique, l'appel immédiat à la police, les recherches qui ont duré des jours, comment des témoins ont dit avoir vu une femme avec un petit garçon correspondant à ma description quitter le parc et monter dans une voiture. Comment la piste s'est complètement évaporée. Sophie m'a parlé de ma petite sœur Chloé, qui a 14 ans maintenant, qui a grandi en sachant qu'elle avait un grand frère quelque part que la famille cherchait. Comment ils ont gardé ma chambre exactement comme elle était. Comment ils n'ont jamais perdu espoir, même quand tout le monde leur disait d'accepter que j'étais probablement parti pour toujours. David a décrit comment il s'en est voulu pendant des années. Comment il ne pouvait pas se pardonner d'avoir détourné le regard pendant ces quelques minutes. Comment leur mariage a failli ne pas survivre à la culpabilité et au chagrin. Ils m'ont posé des questions sur ma vie. Je leur ai raconté les bases. Bonne note, offre de bourse en basket, projet d'étudier le commerce. Je n'ai pas encore mentionné Hélène et Robert par leur nom. Je ne leur ai pas dit où je vivais.
Une partie de moi protégeait encore les gens qui m'avaient élevé, ce qui, avec le recul, est assez tordu. Nous avons convenu de nous rencontrer en personne le lendemain. Sophie et David vivaient à Bordeaux, à environ 3 heures de route de là où j'étais. Ils voulaient venir me voir immédiatement, mais j'avais besoin de temps pour tout assimiler. Je suis finalement allé chez Hugo vers 5 heures du matin et je me suis écroulé sur son canapé. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'a pas insisté quand je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Hugo est quelqu'un de bien comme ça. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à un café à Bordeaux. J'ai dit à Hélène et Robert que je visitais des universités, ce qui n'était pas techniquement un mensonge puisque j'ai longé quelques campus en chemin. Sophie et David étaient déjà là quand je suis arrivé. Je les ai repérés immédiatement. David était grand, probablement un m90, avec la même carrure athlétique que moi. Sophie mesurait environ un m72, avec la même couleur d'yeux et la même structure faciale que moi. Les regarder, c'était comme regarder une version future de moi-même. Sophie s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu. David essayait de se contenir, mais on pouvait voir l'émotion sur son visage. Nous nous sommes installés dans un box tranquille et avons parlé pendant des heures. Ils m'ont montré des photos sur leur téléphone. Moi bébé, moi apprenant à marcher, moi à mon 2e anniversaire avec du gâteau partout sur le visage. Ma fête pour mes 3 ans, juste 2 semaines avant mon enlèvement. Des photos de Chloé grandissant avec une photo de moi toujours à proximité pour qu'elle connaisse son frère. Je leur ai montré des photos de mon téléphone. Match de basket, événements scolaires, amis, toute ma vie qu'ils avaient manqué. La conversation a fini par tourner autour d'Hélène et Robert. Je leur ai tout raconté. Les réactions étranges et paniquées au test ADN, les différences physiques qui n'avaient jamais eu de sens, les photos de bébés enlevés. Sophie a eu cette expression sur le visage, un mélange de colère et de quelque chose d'autre que je n'ai pas su déchiffrer. Nous devons contacter la police, a dit David. Ces gens t'ont enlevé. C'est un crime grave. Je sais, ai-je dit, mais j'ai besoin de temps pour savoir comment gérer ça. Je ne protégeais pas Hélène et Robert. J'avais juste besoin de réfléchir aux réalités pratiques. J'étais à 3 mois de mon bac. J'avais ma place à l'université. J'avais une vie, des amis, une routine. Oui, tout était construit sur un mensonge, mais c'était quand même ma vie. Sophie a compris. Elle est thérapeute, en fait, ce qui est logique vu comment elle a bien lu la situation. C'est ton choix, Léo. Nous avons attendu 15 ans. Nous pouvons attendre un peu plus longtemps que tu digères tout ça. Nous avons convenu que je reviendrai bientôt leur rendre visite. Rencontrer Chloé, commencer à construire une relation, mais je devais d'abord m'occuper d'Hélène et Robert. Je suis rentré en voiture ce soir-là avec un plan qui se formait dans ma tête. Je n'allais pas être émotif à ce sujet. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni faire une scène. J'allais être stratégique. Quand je suis rentré, Hélène et Robert dînaient. Un mardi soir normal, poulet et riz, un légume d'accompagnement que je n'ai pas pris la peine d'identifier. Ils m'ont demandé comment s'était passée ma visite d'université de cette manière polie et désintéressée qu'ils avaient. J'ai donné des réponses vagues. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à tout documenter. J'ai pris des photos de mon acte de naissance, j'ai trouvé de vieux documents dans leur bureau qui me mentionnaient. J'ai commencé à construire une trace écrite de leurs mensonges. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait froid mais nécessaire. J'ai acheté un petit enregistreur en ligne. Rien de sophistiqué, juste quelque chose que je pouvais garder dans ma poche. J'avais besoin de preuves de ce qui allait arriver. L'enregistreur est arrivé une semaine plus tard. Ce soir-là, au dîner, j'ai abordé les tests ADN de manière décontractée. Et, vous vous souvenez comment vous avez paniqué quand je voulais faire un de ces tests généalogiques? C'était quoi cette histoire? Je les ai regardés échanger un regard. Le signe classique qu'ils coordonnaient leurs mensonges. Nous ne faisons tout simplement pas confiance à ces entreprises avec nos informations génétiques, a dit Robert. La même excuse qu'avant. Des soucis de confidentialité, c'est ça, ai-je dit. Mais, et si j'en avais déjà fait un, hypothétiquement? La fourchette d'Hélène a heurté son assiette avec un cliquetis. La panique dans ses yeux était immédiate et évidente. Tu n'as pas fait ça, a-t-elle dit. Pas une question. Une déclaration d'horreur. Hypothétiquement, ai-je répété, en les regardant tous les deux. Si tu avais fait quelque chose comme ça,
dit Robert prudemment, tu devrais savoir que ces tests ne sont pas toujours précis. De fausses correspondances arrivent tout le temps. Même des correspondances parents-enfants, ai-je demandé. Celle-là semble assez précise. 99,99% de probabilité et tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Hélène avait l'air sur le point de vomir. Le visage de Robert est devenu complètement pâle. On peut expliquer, a finalement dit Hélène, la voix tremblante. Je vous écoute, ai-je dit, gardant un ton calme. L'enregistreur dans ma poche captait chaque mot. Ils m'ont raconté une histoire sur le fait qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'ils avaient essayé pendant des années, qu'ils avaient vu un petit garçon dans un parc un jour, et qu'il leur rappelait ce qu'ils avaient perdu. Comment, dans un moment de folie passagère, Hélène m'avait pris pendant que le père était distrait. Ils ont dit qu'ils l'avaient immédiatement regretté, mais qu'il était alors trop tard. Les journaux télévisés étaient remplis d'histoires sur l'enfant disparu. Alors, ils ont déménagé dans une autre ville, ont créé de faux documents, et m'ont élevé comme leur propre fils. Ils se sont convaincus qu'ils me donnaient une bonne vie, que mes parents biologiques avaient été négligents de m'avoir perdu de vue en premier lieu. J'ai écouté tout cela les bras croisés, le visage complètement neutre, en les regardant essayer de justifier l'injustifiable. Toute l'histoire était exactement ce à quoi je m'attendais, un crime d'opportunité enrobé dans une justification auto-indulgente. Quand ils ont fini, tous les deux en pleurs et me suppliant de comprendre, j'ai laissé le silence s'installer pendant une bonne minute. Je les ai laissés mariner dans leur malaise. Je les ai laissés se demander ce que je pensais. Puis j'ai dit 5 mots. Je suis en contact avec eux. On pouvait voir quelque chose se briser en eux à ce moment-là. Pas seulement la peur des conséquences, mais la réalisation que leur pire cauchemar était devenu réalité. L'enfant qu'ils avaient volé avait retrouvé le chemin de sa vraie famille. Hélène s'est agrippée au bord de la table comme si elle allait s'effondrer. Robert me fixait simplement avec cette expression vide, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce que je venais de dire. « Léo, s'il te plaît, sanglota Hélène. Nous t'avons élevé. Nous t'aimons. Nous sommes tes vrais parents. » L'audace de cette déclaration m'a presque fait rire. Presque. Non, ai-je dit simplement. Vous êtes les gens qui m'ont kidnappé. Il y a une différence. Tu ne comprends pas, intervint Robert, retrouvant sa voix. Tes parents biologiques, ils ont été négligents. Ils t'ont perdu de vue dans ce parc. Nous t'avons sauvé d'une situation où tu n'étais clairement pas surveillé correctement. C'était apparemment leur mécanisme de défense. Blâmer les véritables victimes de leurs crimes. Classique. David aidait un enfant qui était tombé des barres de singe, ai-je dit, gardant ma voix égale. Il a détourné le regard pendant peut-être 90 secondes. Sophie était enceinte et se sentait mal. Ils étaient des parents normaux dans un parc normal. Les seules personnes qui ont fait quelque chose de mal, c'est vous deux. Hélène secouait la tête, essayant toujours de nier la réalité. Mais nous t'avons donné une belle vie. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. Une bonne école, une belle maison, des opportunités. Vous m'avez donné une vie construite sur le vol et les mensonges, ai-je corrigé. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait malgré vous, pas grâce à vous. Mon talent pour le basket, mes notes, mes bourses, tout cela vient de ma vraie génétique et de mon propre travail acharné. Vous êtes juste les gens qui m'ont volé et m'ont gardé suffisamment isolé pour que je ne me pose pas de questions. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle faiblement. Juste? J'ai laissé échapper un petit rire sans aucune once d'humour. Vous voulez parler de justice? Laissez-moi vous dire ce qui n'est pas juste. Sophie et David passant 15 ans à chercher leur fils, à mettre des affiches, à travailler avec la police, à ne jamais perdre espoir, même quand tout le monde leur disait que j'étais probablement mort. Ma petite sœur Chloé qui a grandi en sachant qu'elle avait un frère quelque part qu'elle ne rencontrerait peut-être jamais. Voilà ce qui n'est pas juste. Je me suis levé de table. J'ai 18 ans maintenant. Je suis majeur. J'ai parlé avec Sophie et David Fournier. Ce sont mes parents biologiques. Ceux à qui vous m'avez volé il y a 15 ans. Robert a essayé de parler, mais je l'ai coupé. J'ai tout documenté. J'ai les résultats ADN, les photos, les messages, tout. Et je viens d'enregistrer toute cette conversation où vous avez admis m'avoir kidnappé. J'ai sorti l'enregistreur et je l'ai posé sur la table. J'ai regardé leur visage alors qu'ils réalisaient à quel point ils étaient fichus.
Voici ce qui va se passer, ai-je continué, gardant toujours ma voix calme et posée. Je finis mon lycée ici parce que je suis à 3 mois du bac et je ne vais pas vous laisser détruire ça. Je reste dans ma chambre et vous allez prétendre que tout est normal. Puis, le jour de la remise des diplômes, je pars et je vais vivre avec mes vrais parents. Tu ne peux pas simplement partir, dit faiblement Hélène. J'ai 18 ans. Je le peux absolument. Et voici la partie que vous allez vraiment détester. Le fait que j'aille ou non à la police dépend entièrement de votre comportement pendant ces 3 prochains mois. Si vous créez le moindre problème, si vous essayez de m'arrêter ou de faire quoi que ce soit de louche, j'apporterai toutes ces preuves aux forces de l'ordre. Le rapport de force avait complètement changé. Il le savait. Je le savais. Après mon départ, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite à mon université. Vous allez disparaître de ma vie de la même manière que vous m'avez fait disparaître de la vie de ma vraie famille. J'ai ramassé l'enregistreur et je suis allé dans ma chambre, les laissant assis à cette table, sous le choc. Les 3 mois suivants furent les plus étranges de ma vie. Hélène et Robert sont devenus des fantômes dans leur propre maison. Ils partaient au travail, rentraient, préparaient le dîner, et nous mangions dans un silence complet. Fini les fausses conversations familiales. Fini de prétendre que tout était normal. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je me suis assuré de maintenir un comportement parfait, cependant. Je rentrais à l'heure du couvre-feu les rares fois où je restais là-bas. J'ai maintenu mes notes, j'ai assisté à tous mes entraînements et matchs de basket. Je ne pouvais leur donner aucune excuse pour essayer d'affirmer leur contrôle ou de prétendre que je perdais pied. Je jouais sur le long terme et j'avais besoin qu'ils n'aient aucune munition. Ils ont essayé plusieurs fois d'engager la conversation. Robert se raclait la gorge au dîner et ouvrait la bouche comme s'il allait dire quelque chose de profond. Je le regardais simplement avec une expression vide jusqu'à ce qu'il abandonne. Hélène a tenté la routine maternelle à quelques reprises, me demandant comment s'était passée ma journée ou si j'avais besoin de quelque chose. Je répondais avec le strict minimum. Bien. Non. Des réponses d'un seul mot qui montraient clairement que nous avions fini de faire semblant. Les rares fois où j'étais dans cette maison, je passais la plupart de mon temps à documenter tout ce que je pouvais trouver. De vieux reçus de notre déménagement juste après mon enlèvement. Des documents montrant qu'ils avaient changé de ville soudainement sans laisser de traces expliquant pourquoi. Le faux acte de naissance et la fausse carte de sécurité sociale qu'ils avaient réussi à obtenir. J'ai pris des photos de tout, j'ai tout sauvegardé sur plusieurs comptes cloud, j'ai constitué un dossier en béton au cas où ils décideraient de créer des problèmes. Je passais la plupart de mon temps réel hors de la maison, cependant. Entraînement de basket, match, sorties avec des amis qui n'avaient aucune idée que mon monde venait d'exploser, et surtout, des allers-retours à Bordeaux le week-end pour apprendre à connaître Sophie, David et Chloé, ma vraie famille. Chaque visite en révélait davantage sur qui j'étais censé être. Des choses qui n'avaient jamais eu de sens avec Hélène et Robert prenaient soudainement tout leur sens. Le père de Sophie avait aussi été un athlète universitaire, il faisait de l'athlétisme. La mère de David était une artiste incroyable décédée avant ma naissance. Et Chloé avait hérité de son talent. Sophie m'a montré des peintures et des dessins qui auraient pu être exposés dans des galeries. Tu dessinais tout le temps quand tu étais petit, m'a dit Sophie lors d'une visite, en me montrant de vieux dessins que j'avais faits avant d'être enlevé. Ils avaient tout gardé. Chaque gribouillage, chaque projet de bricolage de la crèche, chaque photo. Le contraste avec la mystérieuse inondation d'Hélène et Robert qui avaient détruit mes photos de bébé était saisissant. Chloé était géniale. 14 ans, une gamine brillante, super douée en sciences et en codage. Elle avait grandi en sachant pour moi, alors quand nous nous sommes finalement rencontrés, ce n'était pas bizarre pour elle. Elle m'a juste serré dans ses bras et a dit, enfin. Tu sais à quel point c'est ennuyeux d'être fille unique ? Elle m'a montré sa chambre où elle avait gardé une frise chronologique sur son mur. Des photos de moi tout petit, puis des images vieillies par ordinateur montrant à quoi je pourrais ressembler à différents âges, des articles de journaux sur les enfants disparus, la preuve qu'elle n'avait jamais oublié le frère dont elle se souvenait à peine. Maman et papa ont essayé de l'enlever plusieurs fois, a-t-elle admis en désignant le mur. Ils disaient que ce n'était pas sain d'être si concentré sur quelqu'un qui ne reviendrait peut-être jamais. Mais je savais que tu reviendrais. Je ne sais pas comment. Je le savais, c'est tout. La certitude dans sa voix m'a fait quelque chose. Cette gamine avait eu foi en mon retour quand tout le monde avait abandonné.
Ça signifiait quelque chose. Sophie et David n'ont pas insisté. Ils m'ont laissé définir le rythme de notre relation. Nous dînions, regardions des films, parlions de tout et de rien. Ils voulaient tout savoir de ma vie, mais respectaient aussi le fait que j'avais besoin de temps pour digérer le bouleversement massif de toute mon identité. Lors d'une visite, David et moi jouions au basket dans leur allée. Il avait joué à l'université, et ça se voyait. Sa technique était parfaite. Ses commentaires sur ma technique étaient réellement utiles. C'était comme ça que ça aurait dû être. Un père enseignant à son fils le jeu qu'il aimait parce qu'il partageait réellement cet athlétisme génétique. Tu sais ce qui me tue, a dit David, en prenant un tir qui est entré parfaitement dans le filet. C'est de ne pas t'avoir appris à jouer au basket. C'est un truc de père, tu sais, apprendre à ton gamin à shooter. Et j'ai raté ça parce que des étrangers ont décidé qu'ils avaient plus de droits sur toi que nous. La douleur dans sa voix était sincère. Il ne s'agissait pas de culpabilité ou d'obligation. Il s'agissait d'un père qui avait perdu 15 ans avec son fils et pleurait ce qui ne pourrait jamais être récupéré. Tu me l'apprends maintenant, ai-je dit, attrapant sa passe et prenant mon propre tir. Mieux vaut tard que jamais, non? Ouais, a-t-il convenu. Mais la tristesse n'a pas quitté ses yeux. Mieux vaut tard que jamais. J'ai découvert qu'ils avaient divorcé pendant 2 ans après mon enlèvement. Le chagrin et la culpabilité avaient détruit leur mariage. Sophie reprochait à David d'avoir détourné le regard. David s'en voulait. Ils se rejetaient la faute l'un sur l'autre. Il leur a fallu 2 ans de séparation, de thérapie, et finalement la prise de conscience que se détruire mutuellement ne me ramènerait pas pour qu'ils se réconcilient. Nous nous sommes remariés il y a 5 ans, m'a dit Sophie lors d'une autre visite. On a tout recommencé, on a suivi une thérapie, on a surmonté tout ça, mais on n'a jamais arrêté de te chercher. Même quand on était séparés, c'était la seule chose sur laquelle on était d'accord. On n'arrêterait jamais de chercher. Ils m'ont montré la pièce qu'ils avaient dédiée aux recherches. Des classeurs remplis de pistes, des cartes marquées de signalements qui se sont avérés être d'autres enfants, de la correspondance avec les forces de l'ordre de plusieurs régions. Ils avaient passé des milliers d'heures et des dizaines de milliers d'euros de leur propre argent à me chercher. La police nous a dit après 5 ans que nous devions accepter que tu étais probablement mort, a dit David, la mâchoire serrée à se souvenir. Ils nous ont dit qu'il fallait passer à autre chose. Nous concentrer sur Chloé. Arrêter de chasser des fantômes. Mais nous ne pouvions pas. Chaque instinct que nous avions nous disait que tu étais toujours là, quelque part. Apprendre tout cela m'a fait détester encore plus Hélène et Robert. Ils avaient regardé les reportages sur une famille désespérée cherchant leur fils disparu. Ils avaient vu la douleur qu'ils avaient causée. Ils avaient déménagé spécifiquement pour éviter d'être attrapés. Et ils ont juste continué à vivre leurs mensonges, élevant l'enfant de quelqu'un d'autre, prétendant que tout allait bien. Pendant ces 3 mois, j'ai aussi dû gérer les aspects pratiques de mon identité. Léo Dubois était sur tous mes dossiers scolaires, mes offres de bourse, toute mon existence documentée. Mais mon vrai nom était Mathis Fournier, nommé d'après le père de David, qui avait été joueur et entraîneur de basket universitaire. Sophie et David ont dit que je pouvais choisir quel nom utiliser. Ils m'avaient attendu 15 ans. Ils pouvaient attendre que je décide si je voulais reprendre mon nom de naissance ou garder celui avec lequel j'avais grandi. Pas de pression, pas d'attente, juste du soutien pour ce qui me semblait juste. J'ai décidé de rester Léo pour l'instant. C'est qui j'avais été pendant 18 ans, mais je prendrai Fournier comme nom de famille. Léo Fournier, un compromis entre qui j'étais et qui j'étais censé être. La remise des diplômes est arrivée plus vite que je ne le pensais. En traversant la scène pour recevoir mon diplôme, j'ai vu Sophie, David et Chloé dans les gradins, applaudissant plus fort que n'importe qui. Hélène et Robert étaient là aussi, assis loin, l'air misérable. Tant mieux. Après la cérémonie, j'ai eu une seule et unique conversation avec Hélène et Robert sur le parking. Je pars maintenant, leur ai-je dit. Ne me contactez pas. N'essayez pas de me trouver. Soyez juste reconnaissant que j'ai décidé de ne pas porter plainte. Hélène a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez perdu ce droit quand vous avez décidé de voler l'enfant de quelqu'un d'autre. Robert l'a tiré en arrière. Il avait ce regard d'effet qui aurait pu me faire de la peine si je n'étais pas si en colère contre toute cette situation. Nous t'avons vraiment aimé, a-t-il dit doucement. L'amour, ça ne fonctionne pas comme ça,
ai-je répondu. L'amour ne commence pas par un kidnapping. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais les voir, debout sur le parking, me regardant quitter leur vie pour toujours. C'était il y a 3 semaines. Je vis avec Sophie, David et Chloé maintenant, à Bordeaux. J'apprends à connaître ma vraie famille, à comprendre d'où je viens vraiment. La famille de Sophie a les mêmes yeux verts que moi. Le père de David, le grand-père dont je porte le nom, mesurait 1m93 et jouait au basket à l'université. Soudain, tous ces traits qui n'avaient jamais eu de sens avec Hélène et Robert, ont un sens parfait. Mais voilà où je suis bloqué maintenant. J'ai dit à Sophie et David que je déciderais de porter plainte ou non après mon diplôme. Ce moment est arrivé. Hélène et Robert ont commis un crime grave. Ils ont volé un enfant de 3 ans et l'ont privé de 15 ans avec sa vraie famille. Ils méritent d'en subir les conséquences. Mais une autre partie de moi pense aux réalités pratiques. Cela signifierait des avocats, des procès, l'attention des médias, devoir revivre le traumatisme publiquement. Cela signifierait regarder 2 personnes qui m'ont élevé, même s'ils n'en avaient aucun droit, aller en prison. Ce serait un tout autre bazar à gérer. Sophie et David disent que c'est entièrement mon choix. Ils veulent la justice, mais ils veulent aussi que je guérisse. Ils m'ont attendu 15 ans. Ils peuvent attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour que je prenne cette décision. Le plus étrange, c'est qu'Hélène et Robert ne me manquent pas vraiment. Je pensais que ce serait le cas. Ils m'ont élevé pendant 18 ans. Mais maintenant que je suis avec ma vraie famille, je réalise à quel point beaucoup de choses clochaient. Comment ils étaient toujours distants, semblaient toujours avoir un peu peur que je noue des liens profonds avec les autres. Essayaient toujours de me garder isolé de manière subtile. Sophie, David et Chloé me traitent comme si j'appartenais vraiment à leur famille, comme si je n'étais pas un secret qu'ils doivent garder. La maison est maintenant pleine de photos de moi petit, à côté de photos récentes de ces dernières semaines. Ils construisent un récit de ma vie qui inclut à la fois qui j'étais et qui je suis. Ma petite sœur Chloé m'apprend à coder. Apparemment, j'ai une aptitude naturelle pour ça. David et moi jouons au basket ensemble. Il m'apprend des techniques que les recruteurs universitaires recherchent. Sophie écoute simplement quand j'ai besoin de parler et me laisse de l'espace quand je n'en ai pas besoin. C'est ça, le sentiment d'une vraie famille. Pas parfaite, mais authentique, construite sur la vérité au lieu des mensonges. Les offres de bourse sont toujours valables, heureusement. Je commencerai l'université à l'automne, pour étudier le commerce et jouer au basket. Mais maintenant, je le ferai en tant que Léo Fournier, avec ma vraie famille pour me soutenir. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si Hélène et Robert ne m'avaient jamais enlevé de ce parc. Aurais-je été une personne complètement différente? Aurais-je eu la même personnalité, les mêmes intérêts, la même motivation? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Le kidnapping m'a façonné, que ça me plaise ou non. Mais je choisis de ne pas le laisser me définir. Je choisis d'aller de l'avant avec la famille que j'étais censé avoir depuis le début. Je choisis de construire un avenir basé sur la vérité. Quant à Hélène et Robert, ils ont fait leur choix il y a 18 ans dans ce parc. Ils ont choisi de détruire 3 vies, la mienne, celle de Sophie et celle de David, pour leurs propres désirs égoïstes. Ils ont choisi de vivre un mensonge chaque jour, en regardant un enfant qu'ils ont volé et en prétendant qu'il était le leur. Quoi qu'il leur arrive ensuite, ce ne sont que les conséquences qui les rattrapent enfin. J'ai fini de protéger des gens qui ne l'ont jamais mérité. J'ai fini de vivre un mensonge. J'ai fini d'être le gamin qui a disparu d'un parc il y a 15 ans. Peut-être que je porterai plainte. Peut-être pas. Mais c'est mon choix. Hélène et Robert n'ont plus le droit de contrôler la moindre partie de ma vie. Donc voilà, c'est mon histoire. Les gens qui m'ont élevé m'ont kidnappé. Mes vrais parents n'ont jamais cessé de chercher et je suis enfin à la maison après 18 ans. Eddie, merci pour tous les commentaires. Pour répondre à quelques questions fréquentes, oui, j'ai sauvegardé toutes les preuves. Oui, je travaille avec un thérapeute. Oui, mes vrais parents sont incroyablement patients avec tout ça. Et non, Hélène et Robert n'ont pas essayé de me contacter depuis la remise des diplômes. Ils sont assez intelligents pour savoir que ce serait une très mauvaise idée. Eddie 2, pour ceux qui suggèrent que je devrais ou ne devrais absolument pas porter plainte, j'apprécie vos avis, mais ce n'est pas quelque chose que je déciderai en me basant sur des commentaires en ligne. C'est une décision que je prendrai quand je serai prêt, avec l'aide de mon thérapeute,
de ma vraie famille et du temps. Eddy 3, arrêtez de m'envoyer des messages privés pour demander des mises à jour ou plus de détails sur Sophie et David. C'est ma vie, pas une série Netflix. J'ai partagé ce que je me sentais à l'aise de partager. Tout le reste est privé. Eddy Final, j'ai décidé de ne plus utiliser ce compte après avoir posté ceci. J'ai besoin de me concentrer sur ma guérison et sur la construction de relations avec ma vraie famille. À tous ceux qui ont partagé des mots gentils ou leurs propres histoires d'adoption et d'identité, merci. Ça m'a aidé plus que vous ne l'imaginez. Pour ceux qui ont été moralisateurs ou insistants, j'espère que vous n'aurez jamais à découvrir que toute votre enfance a été bâtie sur un crime.